Au niveau de mon parcours, originellement après un diplôme d'ingénieur, j'ai fait partie du monde des télécoms jusqu'à la fin des années 90, dans lequel je travaillais beaucoup autour des infrastructures, autour des réseaux et autour des data centers. Et puis plus récemment, et je pense que c'est le périmètre qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai commencé à vraiment travailler beaucoup dans la cybersécurité dans le cadre de mon intégration de l'ANSSI fin 2009, au moment où l'ANSSI s'est créée en l'occurrence. Donc j'étais responsable à l'époque des activités conseil et assistance. Plusieurs années, alors donc de côté administration, j'y suis resté 7 ans. D'abord à l'ANSSI, donc sur la partie accompagnement, consulting, accompagnement aussi des différents ministères, et ensuite au sein des ministères économiques et financiers qui avaient malheureusement subi une attaque un peu massive qui avait été médiatisée et dans laquelle j'ai intégré le secrétaire général et j'étais en charge de tout l'IT et de la cybersécurité du ministère. Et j'ai fait donc tout ça jusqu'en 2014. Et en 2014, j'ai basculé ou 2015 plus exactement, j'ai basculé au sein du groupe EDF, donc il y a exactement 9 ans, et dans lequel je suis aujourd'hui directeur cybersécurité du groupe. Donc je m'occupe de la cybersécurité pour toutes les directions et toutes les filiales, et pour l'informatique dite IT et celle de l'industriel. Au fur et à mesure que je me suis intégré dans l'écosystème, j'ai souhaité aussi participer aux activités de cet écosystème. Donc dans mes activités principales, j'ai travaillé beaucoup pour la création de TOSIT, qui est une association autour de l'open source, c'est Open Source iTrust, dans lequel on s'est regroupé entre un certain nombre de ministères et de grandes entreprises pour pouvoir contribuer ou sécuriser les différents environnements open source. Donc ça, c'est un des axes sur lequel j'ai été très actif. Et puis, plus dans le domaine de la cybersécurité, je suis au sein du CESIN, qui est un club de RSSI, d'un peu plus de 1000 RSSI, dans lequel j'ai d'ailleurs œuvré au sein du conseil d'administration pendant une grande période. Et aujourd'hui, je me suis plutôt concentré sur l'animation du groupe, de la communauté des grandes entreprises et administrations au sein du CESIN. Puis enfin, je suis président du club IBIOS. Donc IBIOS, c'est la méthode d'analyse de risque qui est éditée par l'ANSSI. Et donc en l'occurrence, au sein du club IBIOS, nous avons pour vocation d'en faire la promotion et puis d'accompagner aussi les évolutions de cette méthode. Alors, je travaille avec l'organisateur, mais plus d'une manière plus globale dans le cadre de ce qui peut être réfléchi autour d'un Ready for It, des assises de sécurité du Cercle ou du Before. Je suis coprésident d'une session au sein du Before avec Thierry Auger, mon homologue de Lagardère. Par contre, sur Ready for It, sur cette session, je suis venu en simple visiteur avec un double objectif. Le premier, c'est de rencontrer les acteurs que je ne rencontre pas, parce que j'ai malheureusement plus du tout le temps, au regard de mes différentes activités, de les voir en dehors des moments où on est tous au même endroit. Et donc j'en profite. Et puis j'en profite aussi pour me faire une idée avec peut-être un autre axe que celui qu'on peut avoir dans les événements pure cybersécurité, avec la finalité d'un point de vue numérique de ce qu'on fait, la manière avec laquelle aussi les acteurs du numérique qui ne sont pas cyber intègrent la problématique de l'intégration de la cybersécurité. L'IA est un incontournable dans le domaine de la cybersécurité, à plus d'un titre. C'est-à-dire que c'est d'une part une technologie qui va être utilisée et qui commence à être utilisée massivement par nos métiers pour un certain nombre de finalités dont on ne connaît pas d'ailleurs tous les développements. Et donc de ce point de vue-là, la cybersécurité ne peut pas s'y intéresser et ne peut pas ne pas vérifier si on peut avoir des dangers, comment la présenter et comment potentiellement participer à sa régulation. Mais également, l'IA devient un outil formidable ou extrêmement dangereux pour les acteurs de la cybersécurité. Dans le métier de la cybersécurité, l'IA commence déjà aujourd'hui à m'apporter beaucoup de valeur ajoutée pour pouvoir faire notre travail, pour pouvoir démultiplier. Mais en même temps, on se rend bien compte, et ça a été bien démontré, que cet outil est extrêmement dangereux entre les mains d'un attaquant qui va faire la même chose, mais à des fins belliqueuses et malveillantes. L'automatisation à double tranchant. Exactement. Et donc certains disent que de toute façon l'automatisation existait déjà, donc ça ne changera pas grand-chose, etc. Mais c'est quand même la virtualisation d'une armée avec un nombre beaucoup moins important qui vont faire d'une manière coordonnée un certain nombre d'actions. Donc de ce point de vue-là, la moindre des choses, c'est au moins de s'interroger. Déjà avant d'arriver ici, je rejoins un certain nombre de conclusions qui ont été dites dans la keynote introductive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire croire que l'IA fera de choses qu'elle ne sera jamais capable de faire, et donc nous n'aurons pas l'IA de 2001 Odyssée de l'espace, nous n'aurons pas l'IA de Terminator et de Skynet. Ok.
Ceci étant dit, l'IA permet quand même d'avoir une sorte de conscience augmentée. Donc l'IA n'a pas de conscience, mais par contre l'être qui l'utilise, lui, a une conscience. Et donc de mon point de vue, et ça c'est ma conclusion, je pense que cette IA permet de démultiplier, pour des choses bonnes et des choses moins bonnes, cette conscience. Donc ça, c'est le point de vue que j'en avais et que j'ai conforté par rapport à cette introduction. Après, ce que je trouve intéressant avec l'IA aussi, c'est que finalement, l'IA permet de démontrer un certain nombre de choses que l'humain pouvait déjà faire, mais qu'il n'avait pas eu l'idée de faire. Et donc, typiquement, aller faire un test d'intégration d'une IA dans un environnement et détourner l'utilisation de cette IA pour lui demander des choses que jamais on nous aurait données, permet quand même de démontrer l'intérêt qu'il y a à protéger ces informations qui sont les plus sensibles. Et je pense que de ce point de vue, ça peut être un outil très intéressant d'acculturation et de protection du patrimoine sensible pour un RSSI. Et donc à ce titre-là, sur tout ce qui est automatisation, mécanismes et moyens de gouvernance autour de l'IT et de l'OT, j'ai vu des choses dans les deux domaines, sont intéressants parce qu'on voit que ça se structure, qu'on commence à attirer l'attention de directeurs techniques et de directeurs opérationnels, et certains d'entre eux étaient très technophiles et pas forcément très fans du fonctionnel et de l'organisationnel. On attire leur attention sur comment organiser, comment piloter leurs activités, et tout ça est très propice à une meilleure cybersécurité et une bonne intégration de la cybersécurité. Et donc je trouve du coup de ce point de vue que dans mon esprit, ça ouvre un peu plus la communauté RSSI vis-à-vis des acteurs du numérique et de l'IT, et que donc c'est des ponts qu'on peut créer qui n'existaient pas forcément, en tout cas dont je n'avais pas conscience. À mon avis, il faut s'adapter, en tout cas c'est la manière avec laquelle on l'a considéré chez EDF, parce qu'on y a réfléchi, il faut s'adapter au contexte d'emploi. Et donc le contexte d'emploi d'un OT n'est pas celui d'un IT. Un IT, on va avoir beaucoup d'enjeux de confidentialité, de massification, de standardisation, d'ouverture vers l'externe et de mondes qui sont assez dangereux. Dans l'OT, on va être dans des environnements plus fermés, mais surtout dont la finalité est de continuer à produire en tout temps, en toute heure, d'une manière constante. Donc n'ayant pas les mêmes finalités, on reste quand même dans deux natures différentes. Ceci étant dit, et on est plutôt assez convergent au sein du groupe EDF, on en a beaucoup parlé, notamment avec les automaticiens, en termes de technologie, on constate un début de convergence technologique. Donc on aura, à notre sens, pendant encore un bon moment, des contextes d'emploi qui seront différents pour la raison que je viens d'expliquer. Par contre, du point de vue de la techno, du point de vue des acteurs, il est assez probable que ça converge puisque les technologies proviennent d'acteurs qui sont capables de fournir les deux. Alors, la préoccupation de cybersécurité est prise en compte dans l'ensemble de nos environnements. Et effectivement, à l'époque, on a construit les premières centrales nucléaires. Ce n'était pas de la cybersécurité by design. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment d'IT. On était plutôt dans l'électronique. Donc, évidemment que le monde a changé. Mais de ce point de vue-là, dans l'intégralité de nos ouvrages, que ce soit dans le domaine nucléaire ou pas, on intègre la cybersécurité by design. Et évidemment, nos autorités ont légiféré et sont très intégrés dans les différentes réflexions et différentes validations qu'on a sur les différents éléments qui sont liés à la cybersécurité. Et de la même manière, sur l'ensemble de nos travaux de construction, de la manière avec laquelle on appréhende l'ensemble de nos chantiers, on intègre aussi la cybersécurité dès qu'il y a un peu de numérique. La réponse est oui. On a une entité de R&D qui fait 4500 ingénieurs, une petite cinquantaine de mémoires, mais en tout cas c'est l'ordre d'idée, d'ingénieurs en cybersécurité. Donc on a pas mal de travaux, y compris sur des choses assez poussées autour des méthodes formelles pour valider l'exécution d'algorithmes dont on peut en avoir besoin, les problématiques d'homomorphisme, les problématiques d'informatique quantique. Donc on est présent dans un certain nombre d'éléments. Après, c'est une activité parmi d'autres, mais on essaye aussi de se tenir informé des évolutions technologiques. On a avec eux, et c'est pour ça qu'on a construit notre centre de R&D sur Saclay, puisque ça favorise justement ces collaborations. Après, je pense qu'il faudrait interroger, pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais simplement parce qu'ils seront plus pertinents que moi sur l'état exact de nos différents partenariats, sur les chaires, etc., plutôt les acteurs de R&D. Beaucoup sur l'IA également. Exactement. Merci beaucoup Olivier, bonne fin de semaine. Merci Olivier.